Trop sensible ou trop exigeante, sortir du cycle de l'incompréhension dans le couple, c'est le sujet de ce 78e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Oser sa place dans le couple quand on est ou qu'on aime un hypersensible. Alors, c'est qu'on aime une hypersensible, ok? Je vais parler au masculin de manière générale, c'est juste une question de facilité dans mon français, mais bien évidemment, il n'y a aucune notion quand je vais parler d'hypersensibilité, plus féminin, plus masculin, d'accord? Là, on fait vraiment, on n'est ni féministe, ni patriarcat dans vraiment cet aspect de la conférence. Pour moi, c'est très important. Un jour, peut-être que je donnerai une conférence sur les différences hommes-femmes, ça marche. Mais là, aujourd'hui, il faut savoir, et je vais en parler, que l'hypersensibilité peut concerner autant les hommes que les femmes. D'accord? Donc, je pose ça là, très clairement. Vous pouvez vraiment reconnaître votre partenaire, monsieur, madame, dans la conférence, dans les aspects, vous connaître, vous reconnaître. OK? Donc vraiment, je parle de vous, je parle au masculin, mais c'est juste pour une question de facilité. Donc, aujourd'hui, c'est comprendre et c'est surtout oser sa place dans le couple quand on est ou qu'on aime une hypersensible. On va aussi cesser de se suradapter pour éviter le conflit et vous allez découvrir comment vous allez occuper sereinement votre place sans envahir l'autre pour transformer les différences entre une véritable alliance. Donc moi en général, ce que j'observe dans la majorité des personnes que j'accompagne, c'est que souvent il y a un espèce d'entre-deux épuisant. Donc peut-être qu'il y a l'impression dans le couple de devoir faire un choix, choisir entre être soi-même avec toute son intensité, toutes vos émotions, vos besoins de connexion, au risque qu'on vous trouve ou que le partenaire vous trouve trop sensible, trop exigeante, compliqué. Ou alors, vraiment, le deuxième aspect, c'est choisir d'être aimé. Et pour cela, on va s'éteindre, on va se suradapter, on va ravaler ses propres ressentis pour pas faire de vagues, pour ne pas déranger. Résultat de ça, ces deux oppositions que j'observe dans la majorité des cas, donc c'est au moins 80%, c'est vous ne savez plus quelle est votre place. Soit vous avez l'impression de prendre toute la place avec vos émotions, puis derrière on vous renvoie des choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Bingo, vous culpabilisez. Alors la culpabilité en plus chez les personnes hypersensibles, c'est même pas que j'en parle pas, c'est que c'est à 100% des personnes hypersensibles que j'ai rencontrées, il y a de la culpabilité à un niveau un petit peu plus, pour pas dire plus. Donc, c'est un sujet aussi. Et l'autre vraiment impression qu'on va avoir, c'est justement de ne plus prendre de place, de ne plus savoir quelle place prendre et de subir le rythme de l'autre, les humeurs de l'autre. Et souvent, c'est même pas réussir, mais on va se sentir seul, même alors qu'on est en relation. Et du coup, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est découvrir comment on peut occuper vraiment très sereinement cette place sans envahir l'autre, sans s'oublier
pour transformer vos différences en une véritable alliance. Et la véritable intimité émotionnelle, ce n'est pas d'être pareil, ce n'est pas d'être hypersensible au même niveau. Et ça, vous le savez sûrement, parce que je le dis très souvent, ce n'est pas que l'autre devine tout. L'intimité émotionnelle, c'est la capacité de deux personnes à occuper chacune leur place en toute sécurité, sans que l'un n'ait besoin de s'effacer pour que l'autre existe. Tant que vous pensez que votre hypersensibilité et ou celle de votre partenaire est un défaut ou une faiblesse, vous ne pourrez jamais prendre votre place. Donc c'est ce que j'appelle la légitimité d'être hypersensible. Tant que vous, allez, j'y vais un peu plus, niez votre hypersensibilité, tant que vous niez qu'elle existe peut-être chez votre partenaire, et ou les deux, on est d'accord, hein? Vous ne pourrez pas prendre votre place. Et vous ne laisserez pas la place à votre partenaire. Et donc, on va voir dans cette première partie pourquoi votre fonctionnement d'une personne hypersensible est biologique et non une pathologie. Si jamais vous avez un doute entre la différence, je vous la réexplique, hein. Biologique, c'est inné. Pathologique, c'est des conséquences un peu médicales, psychiques, des problèmes. Ok? Donc ça, on va en parler. Et je vais aussi essayer de vous faire comprendre pourquoi on ressent les choses d'une certaine façon. Et c'est peut-être là qu'on pourra faire la différence avec le mot susceptible. Ça pourrait être intéressant. Et l'idée, c'est que vous repartez à la fin de cette première partie en arrêtant l'autocritique et en sortant de l'incompréhension de cette hypersensibilité pour retrouver toute votre légitimité. Pour oser prendre sa place, comme je le disais, il faut déjà se sentir légitime d'en avoir une. Et souvent, quand on est hypersensible, on grandit avec une idée, on est bizarre, on est fragile. Alors, on grandit avec cette idée, on est bien d'accord, hein? Idée transmise par papa, maman, les éducateurs, la culture, ok? Et aussi des fois par notre propre vision de la vie. C'est-à-dire, je suis une petite fille hypersensible, je vais à l'école, mais pour moi, c'est difficile de voir des copines qui sont toujours en train de se chamailler. Ben, en fait, moi, pourquoi j'ai pas envie de me chamailler? Je peux grandir avec cette idée que je suis bizarre, que je ne suis pas comme les copains et les copines. Pour les garçons, ça, moi, c'est vraiment l'exemple que j'ai eu avec mon fils, qui a 10 ans, qui un jour m'a dit, mais je comprends pas, tous les garçons, ils jouent à la bagarre. Moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de lire un livre et de m'isoler. J'ai regardé mon fils, je dis, bravo mon loulou, on va parler de ce qu'est l'hypersensibilité chez les garçons. Et aujourd'hui, c'est un petit garçon qui est capable de voir ce décalage. Mais bien évidemment, on est dans une autre époque. Remontez à vous, mais déjà même à moi, hein, puis on n'a pas tous une grande différence d'âge, hein, je vois un petit peu certains visages. Les garçons, ça doit pas pleurer, ça doit pas chouiner, ça doit pas être comme une fille, il faut être un homme fort. Donc les hommes hypersensibles, et c'est là où je vous fais attention à vos partenaires masculins, ils ont été aussi modelés très souvent dans un truc comme ça où les émotions, c'est non. Vous grandissez à un moment donné avec une idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, trop bizarre, trop fragile, bref, qu'il faut être plus fort. Donc, aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un problème à régler. L'hypersensibilité, ce n'est pas, voilà, un défaut de fabrication. Il faut savoir qu'avec les recherches, on le sait maintenant, c'est une réalité biologique. Donc il y a eu des recherches, notamment celle de la psychologue Hélène Aron, qui montre que ce trait, donc un trait de l'hypersensibilité, concerne environ 20 à 25% de la population. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas propre à l'humain. On va retrouver ce trait
chez plus de 100 espèces animales. Donc c'est un trait biologique, ce n'est pas pathologique. Et alors, pourquoi aujourd'hui, toutes ces espèces, y compris nous, là, les 20 à 25% de la population, on est toujours en vie? Mais parce qu'en fait, la nature, elle ne fait pas d'erreur. Si ce trait d'hypersensibilité a survécu à l'évolution, hein, donc on parle du principe de l'évolution humaine ou quoi sur Terre, c'est qu'en fait, ce trait a une fonction vitale. C'est aussi une stratégie de survie. Le groupe, parce que nous, en tant qu'êtres humains, et les animaux, d'accord, hein, un animal qui vit tout seul, en général, il ne survit pas, hein, donc je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais en tout cas, les groupes vont avoir besoin de guerriers qui vont foncer, d'accord, qui vont aller dans le tas, qui vont aller dans le dur, mais aussi de sentinelles qui perçoivent les signaux plus faibles, qui sentent le danger avant les autres et qui analysent l'environnement en profondeur. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si ça existe chez les animaux, bah, nous sommes une version évoluée des animaux, hein. Donc, ce n'est pas une erreur de la nature. Concrètement, qu'est-ce qui se passe biologiquement dans le cerveau? L'hypersensibilité, ce n'est pas une question d'acuité sensorielle. Beaucoup d'hypersensibles portent des lunettes. Beaucoup d'hypersensibles ont des problèmes d'ouïe. Et c'est pas avec l'âge, hein. Ça peut être aussi dès la naissance. La différence va se situer dans le traitement de l'information. Et il y a des images cérébrales qui ont montré, ils ont fait des IRM, qui ont montré que le cerveau des hypersensibles s'active davantage et va traiter des informations de façon plus méticuleuse que la moyenne. Là où un cerveau où on ne retrouve pas ce trait d'hypersensibilité classique va classer des informations en deux, trois catégories pour aller vite, le mode guerrier, on ne pense pas, on fonce dans le tas en gros, hein, et on y va. Le cerveau d'une personne hypersensible va distinguer une dizaine de catégories. Et puis, il va y avoir un tri, une analyse, une façon de décortiquer aussi les données entre. Et c'est ce traitement semi-conscient, voire inconscient, que certaines personnes vont aussi appeler l'intuition ou là ce sixième sens. On sait des choses, mais on ne sait pas toujours pourquoi l'expliquer logiquement. Mais on le sait. Donc ça, c'est juste vraiment important. OK? Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez compris un petit peu la métaphore de ce qui se passe au niveau biologique de l'hypersensibilité. Alors, maintenant, comment on va voir si vous êtes concerné par l'hypersensibilité et ou peut-être votre partenaire? Ah, il nous faut quand même quelques petits critères, d'accord? Je rentre pas dans tous les détails. Tout ça, je le vois en accompagnement, je le vois bien évidemment sur tout ce que je mets à disposition quand j'accompagne, ma plateforme et autres. Mais je vais déjà vous donner un minimum d'informations pour que vous repartiez avec oh oh. En gros, ça va être oh oh, je me reconnais à 70%. Oh oh, ça veut dire que vous êtes potentiellement hypersensible ou alors pas du tout. Très bien aussi. Très bien, vous vous reconnaissez et très bien, vous n'y êtes pas, hein. Il n'y a pas de jugement. Ou alors, oh oh, ah, mon mari, là, il y a ah tiens, là je suis pas à 50%, je suis peut-être à 40, mais je suis peut-être à 70. Bah oui, parce que dans tout ce que je vais vous expliquer, il ne faudra pas oublier que votre vécu, votre histoire, vos mécanismes de défense vont faire que des fois, ça peut masquer des traits. De nouveau, parce que le trait de l'hypersensibilité, il peut être aussi mis dans une boîte pour survivre. Donc, il y a plein d'autres choses. L'idée, c'est juste de dire, oh, oh, tiens, là, ça me parle. OK? Après, si on va aller plus loin, c'est en général en accompagnement. Mais je vous donne déjà les 4 caractéristiques qui sont communes à toutes les personnes qui sont hypersensibles. Le premier, le traitement cognitif profond. Et alors, certaines vont se retrouver là-dedans. Ah, mais moi, de toute façon, je ne fais que ruminer. Ça vous parle? Ça, je suis sûre que ça parle. C'est une caractéristique qui est assez majeure.
Votre cerveau ne se contente pas de recevoir une information, il va la traiter en profondeur. Il va comparer avec le présent, avec le passé, il va projeter dans l'avenir. Et en fait, du coup, vous allez réfléchir plus longtemps. Donc, on va appeler ça la rumination, mais en fait, c'est une réflexion qui est souvent plus longue et qui va être plus à fond que la moyenne. C'est pour ça qu'on va retrouver vraiment chez les personnes que j'accompagne l'impression que mon cerveau ne s'arrête pas. Je pense trop. Ma machine là-haut tourne en continu. Ce n'est pas de l'anxiété dans ce cas précis, on est bien d'accord, hein. C'est une activité cérébrale qui est intense. Et donc, souvent, on va retrouver dans les conflits de couple, c'est un reproche, mais euh, ah zut, c'est parti de ma tête, là, vous voyez, je suis en train de penser déjà à trois choses aussi en même temps, donc du coup, c'est en train de switcher. Mais c'est la réflexion vraiment, ça n'arrête pas. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben voilà, j'ai zappé, attendez, j'ai zappé le truc, je vais vous le retrouver, hein. Je suis très bonne pour ça. Euh, je me voyais en fait dans le lit et... Ah oui, c'est ça. Mais enfin, moi, je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à t'endormir comme ça. Combien de fois je l'ai pas entendu ça, moi? Mais non, mais en fait, moi, je vais me coucher, j'éteins les lumières. Ah non, mais mon cerveau, il passe dans tous les trucs. Il refait l'histoire de la journée, la discussion. J'ai levé trop le ton sur mon enfant, sur mon mari, sur mes clients. Enfin, je vous jure, est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai pas répondu? Voilà, voyez ça. Ça, c'est le je pense trop et c'est le traitement en profondeur. Que quelqu'un qui va s'arrêter, alors attention, hein, je juge pas, mais métro, boulot, dodo. Allez, c'est bon, je prends le métro. Bah ouais, bah ok, mon patron, il m'a fait une réflexion, mais en fait, dès qu'il va passer la porte de son bureau, il n'y a plus de traitement d'information. Quelqu'un qui n'est pas dans l'hypersensibilité, on va vraiment le reconnaître de ah bon, tu m'as dit ça ce matin? Bah ouais, je sais pas. Moi, j'ai oublié. Je rumine pas. Moi, ce qu'on m'a dit ce matin, je peux vous assurer que ouh, attention quoi. Ah, et c'est encore pire avec mes enfants. Mais vraiment, voyez ça, d'accord? Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, ce qu'on va appeler une haute réceptivité émotionnelle. Les émotions vont monter plus vite à la surface. Que ça soit la joie, la tristesse, la colère, la peur. Vous allez réagir plus intensément. Ça va permettre une empathie plus développée. Vous allez vous soucier naturellement du bien-être des autres, de la justice sociale. On va aussi beaucoup retrouver ça, hein. Les personnes hypersensibles n'aiment vraiment pas beaucoup l'injustice. Et aussi avec les animaux. Souvent, on va reconnaître quand même des connexions. Mais attention, cette capacité peut avoir un coût physique. C'est-à-dire que on va avoir, pour certaines personnes, pas hommes-femmes, mais certaines personnes qui vont se déconnecter de leur corps, elles vont pas se reconnaître là. D'accord? Moi, par exemple, j'ai été une grande spécialiste de me couper de mon corps. Donc, moi, je pouvais ressentir des grosses émotions. Je n'avais pas de crampes d'estomac, j'avais pas de main moite, j'avais pas des palpitations ou quoi que ce soit. Parce que j'étais déconnectée de mon corps. Mais ça n'empêchait pas que j'avais une haute réceptivité émotionnelle. À nouveau, je vais apporter une précision pour que vous compreniez bien ce qui peut se jouer et la difficulté de reconnaître l'autre aussi dans son hypersensibilité. Vous réagissez plus intensément. Mais si on vous a dit pendant des années, euh, tu dois te la fermer, tu dois te contenir, tu peux pas dire tout ce que tu veux à tout le monde, donc en gros, tu ne peux pas partager tes émotions. Il y a des personnes hypersensibles où tu n'as pas le droit de chouiner parce que c'est pas bien vu. Les personnes, elles vont quand même réagir plus intensément, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça va rester, vous n'allez pas le montrer à l'extérieur. Ça va rester à l'intérieur. Et il va y avoir ce qu'on appelle la carapace qui s'installe. C'est pas parce qu'une personne ne montre rien à l'extérieur qu'elle ne ressent pas plus intensément les choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a l'air d'être totalement détachée,
Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas hypersensible. Est-ce que ça, c'est bien clair? Pour moi, c'est hyper important que vous soyez très vigilant à ça. Surtout, bien évidemment, on va retrouver cette caractéristique de carapace un peu plus fort chez les hommes, pour le coup. Parce qu'on leur a dit, en tout cas une grosse partie, on leur a dit, il faut être fort, voilà, il faut tenir le coup, tu dois ramener l'argent à la maison, enfin voilà, hein, dans les trucs un peu compliqués comme ça. Dans certaines familles, c'est comme ça que ça se passe. Moi, à l'inverse, je vais vous donner mon exemple à moi, où j'ai vécu dans un environnement social qui était très compliqué, d'accord? Et bah, pour le coup, je me suis comportée exactement comme je suis en train de dire. J'ai mis une carapace sur toute ma sensibilité jusqu'à mes 30 ans. Parce que je devais être une femme forte, je devais rien montrer quand je sortais de chez moi, je devais rien montrer à mes parents, parce que dans mon histoire, voilà, c'était compliqué. Donc, je n'ai rien montré. Donc, mon intensité émotionnelle, ma réceptivité émotionnelle se passait à l'intérieur. Et le poker face, j'étais la championne. Mais c'était pas conscient, hein. Je l'ai compris qu'en faisant le travail sur moi et qu'en découvrant tout cet aspect de l'hypersensibilité. Ok? Donc juste, ce n'est pas parce que l'autre en face ou vous-même vous mettez un couvercle sur vos émotions que vous n'êtes pas hypersensible. En gros, je le redis, c'est ça. Ok? Ça, c'est pour moi, c'est important. Donc, vous allez voir les quatre piliers. Si par exemple vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez l'autre dans trois piliers sur quatre et que ça n'apparaît pas, bah, peut-être que c'est un mécanisme de défense. Ce que je vous dis, la carapace, qui est un mécanisme de défense. D'accord? Dû à plein de choses. Là, je vous ai donné quelques exemples de ce que pouvaient vivre certains hommes. Moi, par exemple, de ce que j'ai vécu à cause de mon environnement, mais il va y avoir plein d'autres raisons. Troisième particularité qu'on va retrouver chez les personnes hypersensibles, ça va être une sensibilité aux stimuli qui sont plus subtils. En fait, votre cerveau, quand on est hypersensible, il va capter beaucoup plus de détails. En gros, rien ne va vous échapper. Un changement d'ambiance dans une pièce, une odeur légère, la texture désagréable de certains vêtements. Alors moi, je vous dis là où je suis, mais insupportable avec mon environnement. Mes enfants, mon mari en savent quelque chose. C'est les odeurs et c'est le bruit de fond. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire quelque chose, et bah ouais, moi j'adore, hein. Moi ça a été mon meilleur investissement, hein. Pour ceux qui ont des problèmes de bruit de fond, c'est les AirPods Pro là qui diminuent le bruit. Ah mais moi ça c'est un bonheur absolu quoi. Me retrouver dans ce silence-là. Parce que j'entends le camion qui passe alors que la route elle est loin et que mais j'entends en fait. Et les autres vont ignorer ce bruit de fond. Et donc, pour vous, ça va être qu'est-ce qui va se passer quand on est hypersensible? C'est des informations que le cerveau doit traiter. Donc, c'est une sensibilité aux stimulus subtils. À nouveau, on est tous des êtres humains différents. Donc, par exemple, dans cette sensibilité aux stimuli, c'est pas parce que moi, là, je vous donne un exemple sur les odeurs et sur le bruit, que si vous êtes hypersensible, vous allez avoir le même. Moi, avec mes enfants, je vois qu'on est tous les trois, et mon conjoint, ça va être dans une autre mesure, totalement dans des perceptions différentes. La lumière, l'intensité de la lumière, plein de choses. Donc en fait, c'est pas parce que vous allez vous reconnaître si vous êtes hypersensible et que votre partenaire est hypersensible que vous allez vous reconnaître dans les mêmes stimuli. Moi, où j'ai beaucoup analysé, par exemple, c'était au niveau des goûts et au niveau du fait que c'est piquant ou pas piquant. Et mon grand, qui est un hypersensible, il va adorer manger et avoir des goûts super forts dans la bouche. Mon petit, qui est un hypersensible, il va détester. Donc, il n'y a pas de vérité. Il y a juste de comprendre que, voilà, moi, j'adore certains vêtements que mon fils, il va détester, alors qu'on est hypersensible. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas une vérité absolue. Il y aura, par contre, vraiment une sensibilité aux stimuli qui sont différents. Et puis alors après, le quatrième aspect qu'on va retrouver, c'est la surstimulation.
Ça, c'est la conséquence de tous les points précédents. Si vous captez plus d'informations, que vous les traitez plus profondément, votre système au niveau du cerveau sature plus vite. Votre seuil de tolérance sensorielle est plus bas, ce qui va être, comme par exemple l'exemple du bruit, juste un petit peu bruyant pour moi. Pour vous, ça peut être intolérable. Pour d'autres, ça va être bah rien du tout, j'entends rien. Et cette surstimulation va venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur chez vous. Par exemple, quand je parle une surstimulation interne, si vous avez faim, si vous avez soif, si vous avez mal, si vous êtes fatigué, si vous êtes en pensée, votre seuil de tolérance va se vider, va se vider, va se vider, va se vider. Enfin, va se vider, va diminuer. OK? Donc ça, c'est les 4 caractéristiques qu'on va retrouver qui sont assez communes à toutes les personnes qui sont hypersensibles. Je vais apporter une dernière précision, parce qu'on m'en parle beaucoup, entre les personnes qui sont introverties et les personnes qui sont extraverties. On va chasser tout de suite une idée reçue. Être hypersensible ne veut pas dire qu'on est sauvage ou qu'on est timide. OK? On va retrouver a priori dans les recherches qu'il y a eu, 70% des personnes hypersensibles sont effectivement introverties. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer leur énergie en étant seuls. Mais ça veut dire qu'il y a 30% d'hypersensibles qui sont extravertis. Et dans ces 30 personnes, on va retrouver des personnes qui vont avoir un cercle social large, qui vont aimer les échanges. Mais contrairement aux extravertis qui ne sont pas hypersensibles, ils vont avoir besoin de s'isoler après coup pour faire baisser la pression du système nerveux. Et donc, quand vous comprenez ceci, vous comprenez que l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement qui est biologique et qui n'est pas un choix psychologique. Ce n'est pas une maladie. Donc, la première étape, c'est d'arrêter de vous blâmer ou de blâmer votre partenaire. Pour le coup, si vous reconnaissez l'autre. On va faire d'une pierre deux coups. Le problème qu'il va y avoir dans cette histoire de légitimité en fait dans la relation quand on est hypersensible, donc vous l'avez compris, en fait, ce n'est pas votre sensibilité. Ça va être la suradaptation. C'est-à-dire que quand vous essayez en tant qu'hypersensible on va prendre l'image de la sentinelle et du guerrier que j'ai pris tout à l'heure. Vous êtes une sentinelle, vous essayez de rentrer dans le costume du guerrier pour faire plaisir à l'autre, ben en fait, c'est là que vous perdez votre place. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'à force de vouloir fonctionner comme tout le monde, ou comme lui, ou comme elle, ben vous allez vous épuiser et surtout, vous allez finir par exploser. Et là, ça va être les reproches. Mais t'es hystérique, tu prends trop tout à cœur, tu es trop nanana nanana. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas trop. Vous êtes juste intense. Et cette intensité, si elle est comprise et qu'elle n'est pas refoulée, ça sera le moteur de votre intimité émotionnelle dans la relation de couple. Donc, maintenant que vous avez bien compris que la biologie, c'est normal, que vous êtes utile dans la société, qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Parce que savoir tout ça, c'est pas forcément suffisant. Surtout si vous continuez à agir comme si vous vous sentiez coupable. Pour oser votre place, il va falloir activer 3 leviers. Premier levier, vous allez, donc quand je parle de légitimité, vous allez arrêter de vous excuser d'exister. C'est vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point on va vraiment avoir ça qui s'installe. Se sentir légitime. Et là, je vais vous prendre l'exemple du couple, mais on peut vraiment, là, vous pouvez le transposer pour certaines personnes dans le milieu professionnel. Se sentir légitime, ce n'est pas attendre que votre partenaire, homme ou femme, vous donne la permission d'être hypersensible. C'est d'arrêter vous-même de vous excuser, de ressentir ce que vous ressentez. Tant que vous direz « Désolé, je suis nul »,
quand vous saturez, désolé d'être comme ça, vous envoyez le message à l'autre que vous êtes en faute. Être légitime, c'est remplacer le pardon d'être comme ça par c'est comme ça que je fonctionne et c'est OK. Moi, j'aime beaucoup prendre des exemples, vous le savez, de la vie commune, la vie de couple. Allez, le dimanche chez les beaux-parents, là, où c'est compliqué. Vous avez une semaine épuisante. Vous êtes hypersensible, hein. On parle du principe que vous, ou vous reconnaissez votre partenaire qui est hypersensible, hein. Mais donc, quand je dis vous, c'est la personne hypersensible. Semaine épuisante, le samedi soir, vous avez du monde qui débarque à la maison. Et le dimanche midi, qu'est-ce qu'il y a? Le fameux déjeuner chez la belle famille. La version où je ne me sens pas légitime, donc je vais être en suradaptation, c'est je vais à ce repas du dimanche midi entrer dans les pieds, on se force à sourire, on sature, et au retour dans la maison, vous agressez votre partenaire pour une remarque anodine parce que vous êtes à bout. Toujours, ça se finit comme ça. Ou parce qu'il continue. Mais voilà. Ah, tu vois, hein, tu dépasses encore de 5 km/h. Je prends des exemples un peu, hein. Ou t'as pas fait attention. Des remarques anodines. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait des 5 km/h, hein. C'est tout ce qu'il y a avant. Si vous travaillez assez sur vous et votre légitimité, vous allez assumer votre place et juste dire à votre conjoint, chérie, écoute, j'ai eu une semaine hyper chargée, je suis à plat. Pour être agréable et avec toi disponible dimanche soir, bah, j'ai besoin de ne pas venir ce midi, de me reposer, je te laisse y aller avec les enfants. Et là, en fait, je prends ma place de personne hypersensible. On ne demande pas la permission à l'autre. On pose une limite qui va être en plus au service de la relation. Si je ne viens pas, je vais être agréable ce soir. Et c'est ça, prendre sa place. Et je reste persuadée qu'on ne nous parle pas assez de ça. Donc ça, pour moi, c'est le premier levier que vous pouvez activer tout de suite. Deuxième, c'est la connaissance de soi. Vous devez devenir l'expert, l'experte de votre propre fonctionnement. Dire, ouais, enfin, tu m'acceptes comme je suis, de toute façon, je suis hypersensible. Je l'ai entendu à la conférence de Céline. Tu vas pas commencer maintenant à me prendre le chou. Bah, je suis désolée, messieurs, mesdames, c'est trop vague. Je vous demanderai de ne jamais utiliser cette excuse-là, hein. Ça va être, la parallèle que je vais vous donner, c'est j'ai mal. Vous savez, les enfants? Ouais, ok, mais t'as mal où? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? On arrête d'être vague. On apprend à se connaître. Pour que votre partenaire puisse respecter votre place, vous devez savoir précisément ce qui déclenche vos alertes. Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est le ton de la voix? Est-ce que c'est le désordre visuel? Est-ce que c'est l'injustice? Si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous vide, qu'est-ce qui vous met à plat, ou qu'est-ce qui a tendance à vous faire exploser, pleurs, tristesse, colère, hein, bref, on s'en fout, ou même la joie, vous allez juste subir de l'agacement. Donc, la connaissance de soi est un impératif dans n'importe quelle relation. Et je vais prendre un exemple, le retour du travail le soir. C'est un moment critique dans la relation de couple. Je vous donne l'exemple que j'ai, mais en fait, c'est aussi le mien. Moi, ça a été comme ça, surtout quand je rentrais de séances en cabinet, qui est différent depuis que maintenant je travaille en visio, vraiment plus. Mais en fait, moi, moi, j'ai un conjoint qui est yallah, hein, la famille, et puis la vie, et puis on parle, et puis il s'arrête pas de parler. Moi, j'ai vraiment un conjoint qui est comme ça. Mais moi, en fait, dès que je passais la porte, j'avais juste envie je peux aller prendre un bain, me mettre dans une bulle, revoir personne, parce que ma journée a été hyper stimulée. Et en fait, ma jauge, elle était dans le rouge.
Je n'ai jamais passé de meilleure soirée depuis que j'ai expliqué ce mode de fonctionnement à mon partenaire et qui maintenant il dit, dès que je passe la porte pour, par exemple, voilà, quand j'ai donné toute une série de conférences à l'extérieur, et même mon conjoint va dire aux enfants, non, 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 vous pouvez juste dire bonjour, mais laissez-la arriver 5-10 minutes. Qu'elle passe par la chambre, elle viendra vous voir. Mes enfants, je ne leur prends pas la tête dès qu'ils rentrent de l'école. No comment. Je leur laisse décompresser. Alors, je le fais parce que je m'aperçois que, en tout cas, il y en a un qui a besoin de ça, l'autre, il va avoir besoin de parler comme le père, donc voilà. Mais c'est vraiment en comprenant son propre mode de fonctionnement et en comprenant le mode de fonctionnement de l'autre qu'on va pouvoir éviter les situations critiques. Et donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître votre besoin, plus vous allez pouvoir dire, écoute, je suis super contente de rentrer, par contre, juste, j'ai besoin de 15 minutes de silence total sous la douche dans la chambre pour pouvoir être tout à toi ce soir. En fait, on ne rejette pas l'autre. Si l'autre vit du rejet, eh ben, il va falloir qu'il le travaille, parce que ça lui appartient. Ça, j'en parle dans d'autres sujets. Mais vous, vous gérez votre besoin. Mais vous ne pouvez pas le faire de manière saine si vous ne connaissez pas votre mode de fonctionnement. Et du coup, bah, ça va être une fois que vous connaissez votre mode d'emploi, qu'est-ce que vous faites? Ben, donnez-le à l'autre, quoi. Votre partenaire n'est pas dans votre tête. C'est pas, il n'aura pas le même fonctionnement, même s'il est hypersensible, ou elle est hypersensible, vous n'aurez pas le même fonctionnement puisque je suis en train de vous le dire depuis le départ, votre histoire, vos mécanismes, votre passé, votre culture va faire que de toute façon, vous aurez deux styles d'hypersensibilité différents. Même si vous allez vous reconnaître sur des ponts, l'autre n'est pas dans votre tête. Il n'a pas les mêmes yeux que vous à cet instant T. Il ne sent pas et il ne ressent pas ce que vous ressentez. Il ou elle ne vit pas les mêmes choses que vous. Oser votre place, c'est avoir le courage d'expliquer à l'autre, à froid, sans reproche. Arrêtez de dire tu ne me comprends jamais par ok, en fait, voici comment je fonctionne pour que tu puisses me comprendre. Et oui, m'a posé la question, vous allez peut-être le répéter pendant toute votre vie de couple. Et oui, et c'est pas un problème. Ça devient un problème parce que vous en faites un problème. L'autre, il vit avec tous ses vêtements, avec toute son histoire. Il ne peut pas mémoriser à 100% tout ce que vous lui partagez, tout ce que vous lui expliquez de votre mode de fonctionnement. Parce qu'en plus, d'un instant à l'autre, je vais être peut-être agacée parce que mon conjoint a laissé sa chemise traîner aujourd'hui, et en fait, dans 3 jours, je ne serai pas agacée. Et mon conjoint, bah, s'il est un peu chipoté et qu'il a un peu une bonne mémoire, il va me dire, bah, attends, l'autre jour, tu m'as rien dit, quoi. Bah non, c'est juste, ah tiens, aujourd'hui, ça me sature. Le ton de la voix aussi. Pourquoi il y a des fois, le ton de la voix va déranger et d'autres fois non? Mais parce que ça va dépendre de là où est-ce que vous en êtes. Pour lui, c'est juste une information. Pour vous, ça va être une agression, un rejet, un désamour. Et donc, quand vous allez pouvoir, au calme, après peut-être 5-10 minutes, une demi-heure, lui dire, bah écoute, en fait, là, tonton, voilà ce qui s'est passé pour moi. Rappelle-toi, comme je suis hypersensible, les discussions, nanana, bah voilà. Tu m'as parlé un petit peu sèchement, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment je perçois les choses. C'est pas pour t'embêter, juste tu le redis. Est-ce que de temps en temps tu peux faire attention? Et si tu n'y arrives pas, je te le redirai aussi, ne le prends pas comme une critique. En fait, en faisant ça, vous n'accusez pas l'autre d'être méchant. Vous lui donnez les clés de votre mode de fonctionnement pour désamorcer les bombes. Donc je connais par cœur ce sujet-là de l'hypersensibilité, par les recherches aussi, mais aussi pour les avoir traversés et accompagner des centaines de personnes sur ce sujet-là. Et je sais que c'est difficile hein, d'appliquer tout ça tout seul, de comprendre comment on explique le mode de fonctionnement à l'autre. Parce qu'on est aussi, hein, on va pas se le cacher, là, je suis en Europe, enfin voilà, Europe, Canada, donc après il y a des cultures différentes ou quoi que ce soit, mais on est dans une culture, comparée à d'autres cultures, où
on rationalise beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Les émotions vont être quand même assez étiquetées comme des bugs ou c'est bon, hein, faut pas trop montrer, par exemple, en société, tes émotions, hein. Et donc, dans le couple, il va y avoir quand même un espèce de truc, il faut, voilà, c'est pas assez ou c'est trop. Et c'est là souvent que le fossé se creuse, que la souffrance s'installe. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!